Elle s'appelle Abigail Spiegelman Van Wyk. Et oui, déjà tout un programme. Elle est en Israël depuis 9 ans et demi. On est ravis de l'accueillir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. C'est nous. Bonjour Abigail. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors un nom, j'ai dit que c'était tout un programme. Déjà ton nom était bigarré, coloré. Mais ton parcours ne l'est pas moins, puisque aujourd'hui tu travailles au sein de la Praklitout. Tu es Praklita, comme on dit. Exact. Ça veut dire quoi en français exactement ? Ça veut dire procureur. Substitut du procureur ou procureur ? Le Praklita, littéralement, ça veut dire procureur. Le poste exact, on peut traduire ça par substitut. Je ne suis pas encore procureur. Officiel ? Je ne suis pas procureur de l'État, on va dire ça comme ça. Ok, alors un travail, j'imagine, passionnant. Exact. Que tu fais depuis combien d'années ? 3 ans. D'accord. Alors, ça consiste en quoi ? Puis après, on va dérouler le fil de ton arrivée ici. Ça consiste en quoi comme job exactement ? En fait, ça veut dire que je suis avocat de l'État. C'est-à-dire mon cursus, je suis avocat au barreau. Ici en Israël, c'est pas comme en France où les procureurs sont magistrats. Ici, les procureurs sont avocats. Voilà, je suis avocate au barreau d'Israël. Ouais. Et je suis dans le parquet civil. Ça veut dire que je représente l'État, l'intérêt public, dans des litiges civils, en fait. La majorité, c'est dans le civil, contrairement au pénal, c'est des plaintes qui sont déposées contre l'État, que ce soit en administratif, en dommages. Alors, des plaintes déposées par qui ? Par des particuliers, par des associations, en droit du travail par des fonctionnaires. Et toi, tu es chargée d'appliquer la loi. Et en l'État. fait, j'applique la loi. Je représente pendant tout le dossier au tribunal. C'est moi qui plaide, c'est moi qui représente le ministère en question. D'accord. Alors, est-ce que tu pensais faire une carrière juridique comme ça ? Pas du tout. Je pensais pas du tout je pensais pas du tout être avocate. J'ai fait des études de droit, mais plus par intérêt pour le droit parce que je me destinais à une carrière comme on dit en hébreu, litigatia, ça veut dire de représenter au tribunal. Et je suis arrivée par hasard. Je suis tombée là-dedans vraiment par hasard. Alors, juste avant de raconter ce hasard, comment il est arrivé à toi, il faut dire que tu as grandi à Paris. Exact. Tu étais une élève de Lucien de Hirsch et tu as fréquenté bien évidemment le Bnei Akiva. Le Bnei Akiva. Les EI auparavant, je suis obligée de le dire, et après le Bnei Akiva, avant mon alia. Et c'est ça qui a un peu construit ton identité juive, en tout cas ton idéal sioniste. Exact. L'identité juive, c'est plutôt quand même et de la maison et de toute mon éducation à Lucien de Hirsch quand même et vraiment la décision d'Alia, l'idéal sioniste du Bnei Akiva. Ok, alors c'est pas toujours évident quand on est il y a 10 ans en arrière, faire son alia, tout le monde ne faisait pas ce choix-là, même ceux qui ont fréquenté les mouvements de jeunesse. Qu'est-ce qui t'a quand même poussé à le faire ? C'était en fait la décision que j'ai prise, c'était en fait l'envie de pouvoir ne pas avoir à faire de compromis. Arrivé au bac, il y avait quand on parlait de toutes les études, etc., il y avait tout ce genre de problèmes, tous les problèmes qui sont faits par rapport au respect du Shabbat, dans les études universitaires. D'avoir des examens pendant les fêtes, pendant le Shabbat. Certaines prépas, on entendait beaucoup de problèmes comme ça. Que les étudiants étaient mal vus quand ils venaient pas Shabbat ou quand ils faisaient pas d'examen. Même il y avait des dérogations. C'est connu, programmes de dérogation qu'il faut trouver, qu'il faut. Et t'avais pas envie de jouer ce jeu-là ? J'avais pas envie de jouer ce jeu-là. J'avais envie de faire ma vie en Israël. Sans demander d'autorisation particulière Sans demander d'autorisation pour rien, sans qu'on ait à me regarder particulièrement parce que je fais Shabbat et que voilà, c'était pas une option pour moi d'aller en cours le Shabbat ou de faire des examens de Shabbat. T'avais envie de faire partie de la majorité ? Exact. Exactement ça. C'est ça ? Tu voulais plus être une minorité qui doit trouver... Bon, j'ai été éduquée aussi dans une bulle. Dans les écoles juives, c'est quand même une bulle... c'est une bulle dans la société française. J'étais pas à l'école publique. Mais voilà, j'avais envie de... Ça, plus l'idéal sioniste. A fait que tu es arrivée chez nous et on va pas
s'en plaindre. Alors, tu as fait un parcours, on va dire, assez singulier parce que tu n'as pas du tout, tu aurais pu suivre des programmes d'intégration comme il en existe, comme des programmes Massa ou autres. Non, toi, tu as voulu t'immerger totalement dans la société israélienne. Voilà. Quand j'ai dû décider qu'est-ce que je voulais faire après mon alia, au moment de mon alia, en fait, la première année, après mieux réflexion, j'ai décidé que ce qui était le mieux pour moi, ce qui me correspondait le mieux, c'était d'aller dans un programme israélien, dans une midrasha israélienne. Pourquoi une midrasha ? Pourquoi une midrasha ? À l'époque, ça me correspondait. La midrasha dans laquelle j'étais, Midrashat Yehoud, elle permettait en fait à l'époque de faire du volontariat en même temps que l'année d'études juives. À l'origine, je voulais faire directement mon Shirut Lomi la première année. Finalement, ça n'a pas été possible. Mais pendant cette année-là, j'ai pu faire du volontariat en parallèle de mes études juives. Tu voulais vraiment te sentir partie prenante dans cette société israélienne qui te fascinait ? Voilà. J'avais envie de donner, que j'étais quand même pas mal d'années dans les mouvements de jeunesse, j'étais madricha dans les mouvements de jeunesse, donc c'est déjà dans les années du lycée un don de soi en parallèle des études, et donc c'était un peu une continuité pour moi. Donc tu as travaillé dans un GAN, enfin travaillé ou donné de ton temps, je ne sais pas comment on peut dire ça, bénévolement en tout cas, dans un GAN pour enfants ayant relevant de l'éducation spécialisée, on va dire. Handicap, voilà. Tu as travaillé aussi au Bnei Akiva Mondial. Exact. En bénévole. En tant que bénévole, sur leur site internet. Tu les as aidés. Voilà, j'ai aidé en fait à mettre des péoulottes, des activités en français sur le site. Il y avait un site, je ne sais pas s'il existe encore, un site de toutes sortes de plateformes éducatives avec toutes sortes d'activités, d'idées d'activités, etc. Et j'ai aidé au département français pendant cette année-là. Alors, être dans une midrasha israélienne, faire tout ça à côté, c'est pas un peu compliqué ? On parle toujours, en tout cas souvent à ce micro, des difficultés d'intégration, de la différence de mentalité, du choc des cultures. Tu l'as ressenti ou pas ? C'était naturel, dans le sens où ça s'est fait naturellement. J'ai été très bien accueillie dans ma promotion. C'était déjà une midrasha où il y avait vraiment... des filles de tout milieu qui étaient là. C'était une midrasha qui était très ouverte. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'aurais jamais pensé que je venais des écoles juives, que dans une midrasha, on laisse des filles être en pantalon. Et en fait, j'ai compris que c'était pas du tout... notre roche midrasha, c'était pas pour lui... l'importance, quoi. Chacune pouvait venir comme elle était. Le plus important, c'est que chacune avait décidé de consacrer cette année aux études juives et à trouver son chemin par les études. Et en fait, c'était une année qui était aussi très ouverte, en fait, qui m'a appris beaucoup par mes copines de la Midrasha, qui venaient de tout milieu, kibbutznikiot, des Yishuvim, des villes, etc. Et aussi, en fait, il y avait des progrès. On était une fois à la Moatsa, au conseil municipal, je me souviens même plus pourquoi, où il y avait toutes sortes de choses en fait culturelles. Il y avait aussi certaines conférences, etc., qui m'ont vraiment fait découvrir Israël, voilà. Ouais. Israël sous toutes ses facettes. On avait une fois par semaine une conférence sur un sujet, et donc vraiment il faisait venir des personnes religieuses, pas religieuses, donc c'était très, très intéressant. Alors évidemment, puisque tu étais en immersion totale, tu as parlé l'hébreu très vite. Exact. Premier mois, je venais en cours avec mon petit dictionnaire, et à chaque mot, je regardais au mois de Elul. Et quand on est revenu des vacances de Soukhot, j'ai dit, ça y est, le dictionnaire, il reste dans la chambre. Un mot, quand je l'entendrai 10 fois, j'irai regarder ce que c'est. Puis comme ça, j'ai appris sur le tas. C'est la meilleure école. C'est un conseil que tu peux donner à d'autres, d'après toi ? Je pense que c'est chacun en fonction de ce qui importe, de cette facilité, etc. Pour moi, ça a été vraiment... ça a fait toute la différence. Ok. Pendant cette année-là, est-ce que tu as pu passer les psychométriques ? Exact, j'ai passé les psychométriques. Je les avais déjà passées au lycée. Je sais qu'en France, on pouvait les passer. Mais j'ai fait aussi le week-end. Je faisais les exercices. J'ai aussi consacré du temps pour les psychométriques que j'ai passées après Pessah.
à l'époque. Voilà. Et donc, tu as été acceptée, puisqu'on sait très bien qu'en Israël, c'est les facs qui vous acceptent, c'est pas vous qui choisissez où vous allez étudier. Non, pas du tout. Donc là-bas, à Bar-Ilan, on t'a accepté en droit. Exact. Alors que c'était pas forcément une option pour toi, ou c'était une option? Non, c'était une option. J'ai postulé. C'était mon premier choix à Bar-Ilan. C'était mon premier choix à la Ivrit. Il me manquait quelques points pour être acceptée à la Ivrit. Voilà, non, c'était mon choix à ce stade-là, c'était vrai. Mais tu pensais pas que tu irais jusqu'au bout? Non, c'est pas que je pensais pas que j'irais jusqu'au bout. C'était un tremplin pour toi. Voilà, c'était un tremplin. Je voulais étudier le droit parce que ça m'intéressait, parce qu'on m'avait dit que ça ouvrait des portes, mais pas forcément la porte juridique qu'on connaît de devenir avocat. C'était pas le tirnoun. C'était ouais. Oh, ok. Alors, est-ce que tu as pris des conseils? Est-ce qu'on prend des conseils quand on rentre dans des études comme ça compliquées? C'est pas évident quand même. Droit, il faut maîtriser parfaitement la langue, j'imagine. Tu n'as pas eu quelques réticences, quelques angoisses? J'ai eu des angoisses, même par rapport aux études avant, en fait. Un de mes souvenirs, c'est que avant de faire mon alia, quand j'avais décidé au moment du lycée, j'avais dit à mes parents. J'ai décidé de faire mon alia, mais comment je vais faire en fait pour étudier en hébreu? Ça me paraissait impossible. Fou. Et je me souviens mes parents qui m'ont dit non, mais tu vas apprendre la langue, tu arriveras. Et aujourd'hui, quand je regarde, ça me paraît. Aujourd'hui, des fois, quand je me remets à ce moment-là de ma vie, je me dis ça me paraissait quelque chose d'impossible. C'est-à-dire d'un côté, c'était mon plan, mais ça me paraissait complètement impossible. Avant de partir en Israël, je m'étais renseignée à l'agence juive. À l'époque, Aria Bitbol était en shlichut en France et il m'a beaucoup conseillé. Et on le salue s'il nous écoute, Ariel Bitbol. Et par son intermédiaire, en fait, j'avais demandé conseil à Yom Tov Kalfon qui finissait droit à l'époque à Bar-Ilan. Je ne sais plus exactement quelle question j'avais posée, mais je lui avais dit que je m'intéressais aux études de droit, etc. Et que par rapport à la langue, on dit le jargon juridique. Et il m'avait dit la langue, le jargon juridique, il est nouveau pour les Israéliens comme pour les Français et comme pour les Olim. Donc on l'apprend sur le tas, et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme si c'était une nouvelle langue pour tout le monde, en fait. Exact. Et ça t'a un peu ouvert peut-être des perspectives. Voilà. Et donc, j'ai pas ressenti que j'apprenais une autre langue que... T'étais à la même enseigne que les autres. Voilà. Pour moi, j'étais au Hadasha, c'était l'hébreu que j'apprenais, puis c'était comme ça. Mm-hmm. Sans regret? Non, sans regret. Ouais. Alors, j'imagine qu'il y a eu des moments difficiles, comme dans toute chose. Forcément, quand on postule, on doit passer des concours, surtout dans la fonction publique, c'est pas évident, etc., etc. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Alors, le plus dur pour moi, ça a été au moment des concours de la fonction publique. On doit passer plusieurs étapes, en fait, pour être accepté. Et la première étape, vraiment la première étape, c'est les psychotechniques. Et à l'époque, en fait, c'est des psychométriques qui sont en maths, en hébreu, et je sais plus, il y avait d'ailleurs en logique, etc. Et il fallait les passer en hébreu. Ça a changé depuis. Ouais, ça dépend. Je suis pas sûre que ça a changé pour tous les postes. Mais on peut demander. Il y a peut-être un tiers-temps. Je sais pas si j'avais eu un tiers-temps ou pas, je m'en souviens plus. Mais en fait, c'était très difficile pour moi parce que j'avais jamais fait de maths en hébreu. J'avais jamais fait de l'hébreu au niveau du vocabulaire. Je savais pas comment on disait peindre les sayed en hébreu, le verbe peindre une chambre. Je l'avais jamais appris, j'avais jamais eu à l'apprendre. Et puis là, je devais répondre à des questions en 1 minute. Et on a beau être complètement immergé dans la langue, etc. Au niveau cognitif, la langue maternelle, c'est la langue maternelle. Exact. Donc ça, c'était difficile, mais malgré tout, tu as eu tes examens. J'ai quand même réussi. Et tu as intégré cette belle fonction publique. Alors, on a parlé des choses difficiles. Qu'est-ce qui est tellement gratifiant dans ton job aujourd'hui? Dans mon job, ce qui est gratifiant, c'est de se dire qu'en fait, on sert l'intérêt public. On sert on représente donc l'intérêt public et l'argent public, en fait l'argent des impôts. On distribue pas, on fait pas des compromis et on distribue de l'argent à tout le monde. On sait qu'on a vraiment cette idée que l'argent qu'on a dans les mains, c'est l'argent des impôts et que ça doit être utilisé à bon escient. Et aussi, ce qui est gratifiant, c'est quand on se dit que on a permis par le Nioul à lire, sa façon de gérer les choses. Quand on a par ce dossier, en fait, quelqu'un a eu
a réussi à avoir ses droits. Si par exemple, souvent, des fois, le dossier, la plainte peut être justifiée, ça arrive. Et donc, en fait, nous, dans le parquet, on va dire au ministère qu'il faut donner les droits à la personne. Il y a de tout. Il y a la loi, de faire appliquer la loi la justice, comme il faut. C'est ça qui est le plus gratifiant pour toi. C'est très gratifiant. Je sais pas si c'est intéressant comme métier. Tu ne regrettes pas d'avoir choisi cette voie qui t'est arrivée un peu par hasard parce que tu avais fait ton stage dans le domaine public. C'était pas forcément évident à la base. Ce qui n'était pas évident du tout, c'était en fait pas en plus de la carrière juridique, c'était la carrière d'avocat. Enfin, ce qu'on dit en hébreu litigatse, ça veut dire représenter au tribunal, parce que la carrière juridique est très vaste. Ça peut être beaucoup de juristes, juste écrire des contrats par exemple, etc., ou de représenter sans plaider. Voilà, le truc de plaider en hébreu, quand je pense à mes parents qui m'ont dit mais non t'inquiète, tu vas apprendre ils avaient raison. Tu vas réussir à faire tes études en hébreu, voilà, ça c'est très... Ils avaient raison. C'est grave, ça fait peur sur le moment, mais quand on y pense, c'est gratifiant. C'est sûr. Bon, écoute, en tout cas, on était ravis de t'accueillir, de dérouler un petit peu avec toi ton parcours. Quels sont tes projets ? Peut-être que tu en as d'évolution. Pour l'instant, tu es là-bas, tu es bien ? Pour l'instant, je suis là-bas, je suis bien. On verra plus tard. Profiter de la vie, du pays, ma petite famille. Ok, on te le souhaite. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et à bientôt. Bonjour. Ciao. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.